Bonjour et merci infiniment de nous retrouver encore en ce jour pour la réflexion hebdomadaire Rencontre-échange, nouvelle émission. Nous allons une fois parler du paysage politique togolais depuis la dernière présidentielle de 2020. Et tout porte à croire que les activités politiques sont mises en veilleuse, justement en liaison avec les mesures sanitaires qui constituent quelque part aussi un blocage à l'expression des libertés publiques. Aujourd'hui, quel état des lieux on peut en faire? Mais dans cette mêlée, eh bien, il y a des partis politiques qui se font entendre, comme la voix de la CPP, la Convention patriotique panafricaine. La convergence. La convergence patriotique panafricaine, autant pour moi, représentée sur ce plateau par son président qui dirige un bureau provisoire depuis maintenant un an, M. Adrien Akotebeli, qui est mon invité. Monsieur, c'est notre invitation. Merci beaucoup. Bonjour à toi, Gérard. Oui, bonjour. Et merci d'être sur ce plateau pour réfléchir un peu sur la vie politique de notre pays, mais en parlant de votre famille politique d'abord. Et tout de suite, question d'introduction, vous dirigez un bureau provisoire, ça fait maintenant un an. Quel bilan pouvez-vous dresser de vos activités à la tête de ce bureau provisoire? D'abord, je voudrais saluer les téléspectateurs de Delta Santé, qui est une chaîne que nous suivons maintenant sur les satellites et également sur le plan national. Merci de m'avoir invité pour échanger et discuter un peu avec vous sur le paysage togolais et particulièrement sur la CPP que j'ai l'honneur de diriger aujourd'hui. Revenons à votre question. Si vous vous souvenez très bien, c'était le 21 novembre 2020 que nous avons eu un conseil national qui a mis en place un bureau. Et ce bureau avait pour feuille de route 3 grandes choses. C'est cela. La restructuration, le renforcement et la mise en place des fédérations que nous avions. 2, la discussion avec les partis politiques qui partagent les mêmes philosophies que nous, les mêmes idées que nous, la même vision que nous. Et enfin, 3, la formation de la jeunesse pour les intéresser alors à notre idéal politique. Donc, pour revenir un tout petit peu, la rencontre que nous avons eu une rencontre le 20 novembre dernier, et au cours de cette rencontre, nous avons fait une évaluation. Nous ne pouvons pas dire que nous avons fait un bilan. Nous avons fait une évaluation à mi-parcours de tout ce que nous avons fait. Et je peux vous dire que nous avions, à l'époque, lorsque nous prenions la direction du parti, nous avions 10 fédérations. C'est ça. Qu'il fallait restructurer, à travers tout le territoire. À travers tout le territoire, parce que tout simplement, vous connaissez un peu l'histoire de notre parti qui a connu des hauts et des bas. Donc, nous avions 10 fédérations et nous n'avons pas assez fait. Donc, nous nous sommes dit il faut les renforcer d'abord. C'est ça. Il faut que ces fédérations servent aux partis politiques. Donc, dans le feu de l'action et suivant le programme que nous avons fait, nous avons pu restructurer, renforcer 5 sur les 10. Il reste encore 5. Mais parallèlement, nous avons mis en place 2 points focaux en attendant de les transformer plus tard en fédération. Et nous avons également fait des sessions de formation, d'échange d'idées avec la fédération du Grand Lomé et les jeunes du parti. Voilà, grosso modo, ce que je peux dire comme évaluation, non pas un bilan de ce que nous avons fait durant la première année de notre existence en tant que responsable du parti, la Convergence patriotique panafricaine. Et ça va durer jusqu'à quand? À quand les prochaines assises, n'est-ce pas, pour mettre en place des structures définitivement établies? Non, c'est pour bientôt. Vous savez, à la dernière rencontre que nous avons eue le samedi, le bilan, l'évaluation étant faite, nous avons été interpellés sur ce sujet et les fédérations ont dit ceci. 1. La crise de la pandémie fait que les gens n'arrivent pas à faire beaucoup de choses sur le terrain. 2. Il faut également renforcer l'existant d'abord avant de parler d'autres choses. Enfin, 3. Convoquer un congrès qui doit regrouper plus de 50 personnes dans les conditions actuelles. Attendons un peu. Sinon, nous étions déjà prêts à convoquer un congrès pour mettre en place un bureau définitif. Donc, ce n'est pas
plaisir, pas plaisir que ce congrès n'ait pas encore eu lieu, ce congrès aura lieu, mais nous tenons compte de ce que nos fédérations nous demandent de faire. C'est ça. Avez-vous senti toujours ce besoin, cette soif de la population vers la chose politique, n'est-ce pas? Parce qu'on a comme impression aussi qu'il y a un peu de lassitude par rapport aux activités politiques des formations que nous avons sur place. Non, reconnaissons, Gérard, que l'élection de 2020 a plus créé de problèmes aux partis de l'opposition que de solutions. Vous-même, vous suivez les invectives, les insultes, les injures à travers les médias sociaux. Vous suivez également que depuis un certain temps, il y a un silence des partis politiques sur le terrain. C'est pas tellement, c'est dû d'abord à la pandémie, mais les problèmes internes ne sont pas encore résolus. Mais cela ne veut pas dire que la population s'en fiche pas mal de tout ce qui est chose publique. Non. La population s'intéresse toujours, les jeunes que nous avons eu à rencontrer, à Lomé, à Anéro, à Tchévier, à Tamligbo, à Palimé, à Agou, à Kévé, les gens s'intéressent à la chose politique. C'est à nous de nous retrouver et trouver des solutions pour que nous puissions redémarrer, redécoller, comme il y a de cela quelques années. Donc, ne dites pas que, ne croyez pas non plus que la population togolaise est devenue complètement fatiguée de la politique. Non, la population attend un nouvel élan pour redécoller. Bon, pas fatigué de la vie politique, mais fatigué de vous, les hommes politiques, c'est ça. Ah, fatigué de nous, les hommes politiques, je ne suis pas sûr. Il y a des critiques, c'est vrai. Oui. Parce que tout ce que le peuple nous demande aujourd'hui en tant que responsable politique, c'est de nous retrouver et de discuter et de tracer une voie. C'est ça. Tant qu'on ne le fera pas, nous n'avons pas à dicter la loi à un peuple souverain. Parce que c'est le peuple souverain qui donne par délégation le pouvoir à quelqu'un. Donc nous ne pouvons pas dicter la loi à ce peuple. Le peuple, à un moment donné, nous demande de nous retrouver et de fixer un objectif. Si nous ne le faisons pas, ils seront là et nous resterons sur place. Ça, c'est clair, Gérard. Donc, c'est à nous d'inventer. Il faut inventer aujourd'hui quelque chose de nouveau pour ce peuple-là. Oui, monsieur Beliki, on revient, n'est-ce pas, à la CCP, à la CPP, voilà. La Congrès patriotique panafricaine, avec son président fondateur, l'ancien Premier ministre Edem Kodjo, paix à son âme. Avant même de s'en aller, il s'est un peu retiré de la vie politique, en tout cas des activités politiques de votre formation. Est-ce que ça agit sur le dynamisme de la convergence patriotique panafricaine? Feu Edem Kodjo, paix à son âme, ne s'est pas du tout retiré de la vie politique. Il s'est retiré de la CPP, mais il s'intéressait toujours à la vie politique. Moi, avant son décès, on s'est retrouvés 2 ou 3 fois. Et quelques jours même avant sa crise, il a envoyé un émissaire pour m'appeler pour qu'on discute. Donc, il n'a pas quitté la vie politique, mais il s'est retiré de la CPP. Deuxième élément, Edem Kodjo n'a pas été le fondateur de la CPP. Il a été bien sûr le premier président de la CPP à cause de son charisme, à cause de son passé. Il y a eu 4 partis qui ont créé la CPP. Beaucoup de gens peut-être l'oublient, beaucoup de Togolais l'oublient. Il y a eu l'UTD de Edem Kodjo. Oui, Union Togolais pour la démocratie. Il y a le PDU de Jean-Louis Sessavi-Tové. Oui. Et il y a le PADS de Francis Ekon. Et il y a eu une partie de l'UDS. C'est ça. C'est tout ça là qui a créé la CPP le 15 août 1999. Même à la création, la mise en place de ce regroupement, de cette fusion, il y en a qui sont partis parce qu'ils n'épousaient pas l'esprit de discuter avec les autres. Mais aujourd'hui, je crois que le train nous rattrape et le peuple nous demande de le faire. Donc toutes ces formations de base sont toujours au sein de la CPP? Non, mais d'ailleurs, elles n'existent même plus. Elles ont été dissoutes pour créer la CPP. D'accord. Oui. Elles ont été dissoutes pour créer la CPP. Il y a eu des congrès de dissolution de ces partis avant de créer la CPP. Donc c'est pour cela que chaque fois qu'on dit que c'est Edem Kodjo, je dis non, Edem Kodjo n'a jamais été... L'idée peut-être est venue de lui, mais il y avait plusieurs. Moi, je peux vous rappeler également que il y avait plusieurs partis
qui avait eu l'idée de faire ce grand rassemblement de partis politiques. Mais malheureusement, au dernier moment, il y en a qui se sont désistés. Oui. Et il y a eu 4 qui ont eu le courage de rester ensemble. Félicitons-les, félicitons Edem Kodjo avec son initiative, félicitons Francis Ekon qui est toujours là, félicitons également Sanvi de Tové qui est toujours là. Et ça fait quelques jours, je lui ai pris rendu visite. J'ai appelé Francis Ekon tout récemment, il était en Europe, mais je crois qu'il est maintenant rentré. Et félicitons également Aïdam Cornelius. Oui. Tout ce monde a eu le courage de chercher à fond de leur parti pour créer un grand parti en face du RPT à l'époque. Voilà un peu ce que je voudrais dire. Mais nous n'allons pas revenir sur cette histoire en tant que telle. Et d'un Kodjo, son départ, c'est vrai que son départ a créé un remous au sein de la CPP. Et pour pouvoir diriger la CPP, on a été obligé de mettre en place un quatuor. 4 personnes, parce qu'on voulait l'obliger. Il avait dit non. Vous le connaissez un peu, parce que je sais que vous l'avez reçu maintes fois sur votre plateau. Et quand il prend une décision, il ne recule plus, il ne revient plus en arrière. Et en 2011, tout était fait pour redécoller. C'était le congrès de Eda Oba. Oui. Et on a choisi Francis Ekon comme président. Mais quelques jours après, il y a eu des défections dans le bureau. Donc ça a secoué le parti, ayons le courage de le reconnaître. Mais disons aussi la vérité que Francis Ekon a tenu bon jusqu'en 2019. Ce n'était pas facile, mais il a fait ce qu'il a pu en maintenant la flamme de la CPP jusqu'en 2019. Et maintenant, c'est vous qui prenez la relève. D'abord, il y avait eu une transition un tout petit peu du 7 décembre 2019 à novembre 2020. Voilà, donc après, aujourd'hui, c'est Adrien Beliki à côté qui est aujourd'hui à la tête de ce parti. Et mon souci majeur, c'est que ce parti retrouve ses lueurs d'antan. Et je suis sûr et certain qu'avec le courage, avec les amis qui m'entourent, nous irons loin. Et aujourd'hui, je comprends que même si hier, l'esprit dans lequel Edem Kodjo donnait certaines visions n'était pas bien compris, je pense qu'aujourd'hui, après certain nombre d'années, le peuple commence par comprendre que la tolérance doit être dans tout ce que nous faisons pour aller de l'avant. Le grand pardon, je ne voudrais pas tellement prononcer le nom grand pardon, mais je parle de la tolérance, le vivre ensemble, parce que nous sommes après tout des Togolais. Et je ne suis pas sûr qu'il y a des Togolais complètement à part ou des Togolais à part entière. Ça, c'est des slogans du temps du RPT, lorsqu'il y avait des gens qui ne voulaient plus du général et du système, qu'on traitait de Togolais entièrement à part, Togolais à part entière. Aujourd'hui, nous sommes embarqués dans le même bateau. Qu'on veuille ou non, le Togo nous appartient et c'est ensemble que nous pouvons le reconstruire. Nous pouvons le construire, le bâtir et aller de l'avant, pas pour nous tellement, mais pour la génération future et nos petits-enfants. C'est ça. On a remarqué que pendant longtemps aussi, ces dernières décennies, eh bien, la CPP était absente des grandes consultations électorales. Est-ce que cela s'explique? Qu'est-ce qui explique cela? Vous n'étiez pas sur le terrain du combat électoral. Il y a eu les législatives, la présidentielle, il y a eu les locales. Non. Nous avons toujours été sur le terrain. Vous savez, tout parti politique fait un choix. Et ce parti doit avoir le courage d'assumer ce choix-là. Il peut faire un choix qui est mal compris. Et il peut faire un choix qui est bien compris également. Mais lorsque vous faites un choix qui a été très mal compris, assumez-le. Assumez-le, ne cherchez pas même à vous justifier. C'est parce qu'à un moment donné, votre parti s'est réuni avec ses instances pour prendre ces décisions. C'est vrai, ça nous a coûté, c'est un choix que nous avons eu à faire, ça nous a coûté. Mais ça ne nous a pas empêché de participer aux rendez-vous électoraux. En 2018, nous avons participé aux élections législatives. Nous n'avons pas eu... Sans résultat. Nous n'avons pas eu d'élus. En 2019, nous avons participé aux élections communales. Nous avons eu un conseiller dans le Dankpen. Il faut en tirer les leçons qui s'imposent, n'est-ce pas? Raison pour laquelle notre bureau, comme je le disais tout au début, tire la leçon de ce passé.
quel est le message que nous devons porter aux gens aujourd'hui? Tout à l'heure, vous avez fait allusion au grand pardon et j'ai dit, je ne voudrais pas répéter cette phrase de Edem Kodjo que beaucoup n'ont pas eu à comprendre, à chercher même à comprendre. Pour certains à l'époque, quand on parle de grand pardon, c'est de disculper Yadema, de faire tout, et que Yadema soit là. Mais Yadema, après tout, il n'y a pas eu de grand pardon, mais Yadema est mort de sa propre mort. Nous sommes tous des humains, paix à son âme là où il est. Et il est resté des années avant de partir. On aurait pu comprendre le sens de ce grand pardon qui est une grande philosophie. Et nous savons que les Togolais sont tous des croyants. Je ne dirais pas des chrétiens, nous sommes tous des croyants. Et je pense que dans toute croyance, même dans la croyance traditionnelle, il y a toujours la tolérance. Donc nous ne pouvons pas continuer à faire croire que sans moi, c'est le déluge. Non. Donc, nous n'avons pas été compris. Mais je pense qu'aujourd'hui, à travers les messages, le message que je reçois après nos émissions et les appels qui viennent, nous font comprendre que le message commence par passer. Et je suis très heureux que beaucoup de partis parlent du vivre ensemble, de tolérance aujourd'hui. Donc, il a fallu du temps, c'est vrai, mais ce temps est nécessaire pour que les gens comprennent le message que la CPP portait. Rencontre échange, nouveau numéro. Nous parlons de la vie politique de notre pays, le Togo, après la présidentielle 2020. On a l'impression que tout est mis en veilleuse. Monsieur Adrien Akoité Beliki est mon invité, le président de la Convergence patriotique panafricaine. C'est avec lui que nous réfléchissons sur la relance de la vie politique dans notre pays à travers les formations. Je vais m'intéresser peut-être à vous particulièrement. On vous connaît en tant que grand syndicaliste. Aujourd'hui, vous êtes à la tête d'une formation politique. La mutation, comment ça s'est produit? Est-ce que c'est la même réalité de camarades syndicats et puis de militants, leaders politiques? Non, la mutation a été très facile. Vous savez que Adrien Akoité n'est pas le premier syndicaliste à muter vers la politique. Oui. Non, je ne suis pas le premier. Si vous vous souvenez très bien, dans l'histoire de l'Afrique, Sékou Touré a été un grand syndicaliste. Oui. Beaucoup ne le savent pas. Houphouët-Boigny a été un grand syndicaliste également. Mais tout récemment, Frédéric Tchoulouba, que je connais très bien, on se rencontrait dans les grandes rencontres à l'époque, qui est devenu. Mais à l'heure où nous parlons, il y a deux grands présidents qui sont des anciens syndicalistes. Il y a le président, son Excellence Bazoum du Niger, qui a été syndicaliste au sein de l'Union des syndicats des travailleurs du Niger, et Cyril Ramaphosa, qui était de la COSATU. Donc, Adrien Akoité, peut-être que ça a surpris le Togolais ne s'y attendait pas, et cette mutation n'a pas été du tout difficile. Je suis syndicaliste, je le demeure, dépend mes réactions. C'est pour cela d'ailleurs que je n'ai pas cherché à choisir depuis les années 90 un parti qui ne pense pas aux syndicats, qui ne pense pas à la justice sociale. Moi, j'ai choisi depuis le début de ma carrière politique, beaucoup ne le savaient pas, dans les années 90-91, d'abord un parti qui est du socialisme, ensuite avant de venir à la CPP, qui est de tendance social-démocratie, qui a pour option de discuter, de dialoguer. Donc, c'est pour cela que j'ai choisi ces partis-là, pour pouvoir continuer ma conviction personnelle qui est la justice sociale à travers le dialogue et la concertation. Donc, l'habitation n'a pas eu un problème Non. Et la façon de diriger, par exemple, une confédération syndicale, est-ce que c'est la même chose aussi? Oui, c'est les mêmes instances. Dans les chapelles politiques? Dans les chapelles politiques, vous savez ce qui se passe dans les syndicats, c'est presque, des fois c'est pire que ce qui se passe dans les chapelles politiques. Je vous assure. Oui. Nous qui avons la chance de frotter nos sévères dans les grandes instances internationales du syndicalisme, on sait ce que c'est. Mais là où ce que j'apprécie, c'est que tout se fait par le dialogue. C'est ça. Même sur le plan national, ce qui se passe dans les chapelles des confédérations ici, ce n'est pas de la blague. Il faut avoir une certaine carrure pour pouvoir diriger. Parce qu'au moment des congrès, il faut négocier des bases de la confédération même.
Donc, les intrigues, tout ça là, ça se passe partout où les hommes se réunissent. Et en milieu politique aussi, donc? En milieu politique, c'est encore, oui, ben, ça peut aller jusqu'à la mort, mais dans les syndicats, ça peut ne pas aller jusqu'à la mort. Pour vous discuter, Je vais vous donner un exemple de la CGT. J'ai été au dernier congrès de la CGT à Toulouse, et ça a été très chaud. Les fédérations étaient contre Bernard Thibault. C'était très dur. Mais à la fin du congrès, je vous assure que la décision, la majorité étant prise, tout le monde est rentré dans les rangs. Ils ne sont pas sortis pour aller créer leur syndicat. Par contre, en Afrique, dès que ça arrive, on s'en va créer son syndicat. Même chose que les formations politiques aussi. Je voudrais venir là-dessus. Oui. Bon, à la CPP, les derniers remous de la CPP, oui, il y en a qui sont partis pour aller créer leur parti également. Nous sommes 122 partis politiques aujourd'hui, c'est leur conviction. Au Togo, je leur dis bon vent, mais est-ce que ça si c'est pour devenir président à tout prix, je crois que la bataille peut se faire à l'interne. Donc, les intrigues, c'est partout, il y a des hommes et des femmes qui se réunissent pour prendre des décisions. Donc, c'est la même chose dans les syndicats comme dans les partis politiques. Tout simplement, dans les syndicats, on ne va pas jusqu'à chercher du mal à la personne. On peut partir pour aller créer son truc. Dans les partis, on peut aller chercher du mal. Parce que c'est des intérêts qui comptent en ce moment. C'est ça. Par contre, dans les syndicats, c'est l'intérêt général. Donc, les intrigues, c'est partout. Je suis habitué. Et moi, la dernière responsabilité que j'ai eue sur le plan international, c'est quand j'étais devenu président mondial de la Confédération mondiale du travail. Mais le congrès s'est tenu en Belgique, dans l'Ardèche, dans un mois de décembre, il fait froid. L'Ardèche, c'est la partie la plus froide de Belgique. Mais j'ai vu les tractations qui se font pendant 2-3 jours. Au dernier congrès de la CSI au Danemark, j'y étais, mais ça n'a pas été facile pendant 3 jours. Donc, c'est des discussions dures, mais le plus important, c'est que la majorité, on arrive à un consensus. Et lorsque la décision est prise, tout le monde continue à converger vers là. On ne va pas créer d'autres choses, comment ça se passe en Afrique. C'est ça. Ouais. Alors, vous faites état d'une centaine de formations politiques dans notre pays. Est-ce qu'on en a tant besoin pour atteindre les objectifs peut-être d'alternance ou de démocratie dans notre pays? Je pense que, je l'ai toujours répété, le professeur Yinedi a été un visionnaire. En 1992 déjà, il a tiré l'attention des partis politiques par une phrase d'un homme cultivé qu'il est. Qui était resté dans les mémoires. Qui est resté dans les mémoires. Démocratie d'abord, multipartisme après. Et il n'a pas été compris à l'époque. Il n'a pas été compris du tout, parce que beaucoup de gens ont cru qu'en multipliant les partis politiques, mais pour Eyadema, il savait ce qu'il faisait. En cherchant à multiplier, c'est pour donner aux yeux du monde qu'il est démocrate. Parce qu'il y a plusieurs partis politiques qui font des débats. Il y a la presse qui est totalement libre, des critiques qui se font, oui. Mais le professeur Leopold Ninevi a été très visionnaire. Malheureusement, il n'a pas été compris. Je pense qu'il est temps pour qu'on revienne sur ces visions de nos grands frères en politique, de nos amis en politique, pour repenser l'opposition d'aujourd'hui. Je ne suis pas sûr que, et c'est une conviction personnelle, je n'ai pas discuté avec les membres de mon parti, qu'un seul parti politique peut résoudre le problème ici au Togo. Même 2 partis politiques, non. Réfléchissons sur ce que nous devons faire ensemble et demandons qu'il y ait une certaine compréhension mutuelle pour faire avancer le pays. C'est ça le plus important. Et ce n'est pas ça qui a manqué. Il y a plusieurs regroupements de formations politiques de par le passé. Il y avait à Carcé, il y avait CAP 2015, il y avait plein de formations politiques qui voulaient se retrouver pour justement mener le combat. Oui, bon, vous vous retrouvez tout juste pour les élections. Est-ce que vous vous retrouvez pour penser à une vision du pays? Si c'est uniquement pour les élections, donc les intérêts sont divergents. Tout le monde veut que ce soit lui. Que ce soit lui. Moi, je pense que, et nous pensons à la CPP, que tout ne doit pas se résumer aux élections.
on doit réfléchir à la vision du parti, du pays. Quel pays nous voulons laisser pour la génération future? Qu'est-ce que nous pouvons semer pour que demain on dise « Ah, ils ont fait ceci ». Nous pensons que c'est la seule solution aujourd'hui. Et cette solution doit être une solution partagée par tout le monde. Quel est le Togo que nous voulons? Si c'est pour les élections, on aura toujours des regroupements qui vont échouer. Cap 2015 et Arc-en-Ciel, tout ça là, c'était fait 3 mois, 4 mois avant les élections. On n'a pas su crever davantage les idées pour dire voici le plan de développement que nous souhaitons. Même ceux qui sont au pouvoir, s'ils constatent que ce plan-là peut contrebalancer facilement leur plan, ils se remettront en cause. Donc s'il n'y a rien, si c'est seulement le fauteuil, on peut se battre. Vous voyez aujourd'hui l'exemple le plus frappant. Hier, vous avez suivi ce qui s'est passé en France avec les primaires. Aujourd'hui, il y a 2 qui sont sortis. On pense que demain, vers 14h30, on aura le candidat qui va appeler les autres à se rassembler. Je pense que c'est la meilleure manière pour que nous puissions nous dire, voici le programme, qui est la personne capable de le porter pour nous tous. Et si nous nous sommes mis d'accord, Gérard, vous êtes Wilson, je suis à côté, c'est pas parce que je ne suis pas d'accord avec les Wilson peut-être que je dirais non, c'est la majorité qui a choisi Gérard. Donc nous devons faire violence sur nous-mêmes pour que nous puissions porter Gérard comme notre candidat pour telle activité. Si nous ne le faisons pas, nous resterons toujours à tourner en rond. Et nous tournerons toujours en rond. C'est ça la réalité. Si c'est Belly qui est à côté, même si ma gueule ne vous plaît pas, à un moment donné, il a été décidé par la majorité que c'est Belly qui est à côté. Allons-y ensemble. Je peux ne pas plaire à tout le monde, mais c'est pour cela, d'ailleurs, si nous savons, nous comprenons l'histoire, Jésus-Christ est venu sur cette terre pour semer l'amour, mais il n'a pas été compris par tout le monde. C'est pourquoi il y a l'islam, parce c'est pour cela qu'il y a tout ceci aujourd'hui. Et nous, en Afrique, maintenant, nous disons, nous perdons en allant sur ce terrain, parce que nous connaissons Dieu avant que ces gens-là ne viennent chez nous. Donc, je pense que nous ne pouvons pas avoir l'unanimité autour de nous, mais lorsque la majorité se dégage pour ceci, il faut accepter y aller. Dans l'une de vos sorties médiatiques, vous avez dit que l'opposition togolaise dans son ensemble est sortie très affaiblie de la dernière présidentielle de 2020. Est-ce que vous pouvez en dire plus? Bien sûr, Gérard. Mais aujourd'hui, voyez-vous sur le terrain, on met tout sur la pandémie. C'est vrai, la pandémie a également pesé dans la balance. Mais reconnaissons que lorsque nous prenons les réseaux sociaux, les médias sociaux interposés, les débats qui se font, ces débats ne sont pas de haut niveau. Ces débats ne sont pas de haut niveau. Il faut arriver à faire comprendre que ce n'est pas parce que tel se proclame ceci, tel se proclame ceci, que cela doit nous amener à nous comporter comme si nous sommes des ennemis. Nous sommes tous des adversaires politiques. Et dans un match, il y a toujours un gagnant et un perdant. Donc, pourquoi on peut en arriver là? Donc, ça a affaibli l'opposition depuis le lendemain de cette élection présidentielle. Et ça continue. Jusqu'à quand? Il faut qu'on arrête de faire croire au peuple que nous aurons un Messie. Nous en avons tenté déjà dès les années passées, mais le Messie prépare toujours un terrain. C'est pourquoi Jésus-Christ n'est pas venu sur terre immédiatement. Il y a eu un Jean-Baptiste qui annonçait sa venue. Donc, je ne suis pas catholique fait, peut-être que toi tu es catholique fait, ou bien un chrétien fait, mais nous devons penser à une chose, à ce pays d'abord, avant nous-mêmes. Avant nous-mêmes. Les Ivoiriens, tout récemment, ont fait quelque chose d'extraordinaire. Gbagbo est rentré. Je sais qu'on est en train de faire des tentations pour que Blé-Goudé rentre et pour que Guillaume Soro aussi rentre. Mais pourquoi faire? C'est pour bâtir ce pays-là. Ouattara sait qu'il va partir un jour. Même s'il va tout faire pour que un des oppositistes gagne les élections, au moins que le pays se retrouve comme il est venu le voir avant la guerre. Donc je pense que l'opposition est sortie très affaiblie de
de l'élection 2020, nous devons arrêter. À qui encore la stabilité? À l'opposition elle-même, non? Ou bien non, mais nous avons pendant longtemps essayé, nous avons pendant longtemps joué à la politique spectacle. Et cette politique spectacle a atteint ses limites. C'est-à-dire? À la limite, crier dans la rue, insulter, ça a atteint ses limites. Il faut penser à autre chose. Trouvons un autre moyen pour donner une porte de l'espérance à ce pays-là. Trouvons un autre moyen, réfléchissons encore autrement pour donner une porte de l'espérance à ce pays. Sinon, vous voyez, aujourd'hui... Il y a des gens qui évoquent les états généraux des partis politiques de l'opposition. Mais moi j'admire l'esprit des états généraux des partis politiques et de l'opposition. Une opposition plurielle désormais. Désormais, oui, l'opposition est plurielle désormais. Oui. De l'opposition, de toutes les façons, on ne peut pas ne pas s'accrocher de temps en temps lorsqu'on est dans des débats politiques. Alors, qui va alors prendre l'initiative de ces états généraux? Qui va l'engager? Je sais que lorsque... Est-ce que la réflexion est en cours à la CPP? Nous avons déjà posé le problème de la tolérance et du vivre ensemble. Tout ce qui part des états généraux aussi, c'est la même chose pour arriver à un dénominateur commun. Donc, si nous tous nous savons que nous sommes tous faibles aujourd'hui et que tous les efforts que nous ferons ne peuvent plus nous ramener à un certain niveau. Donc, il n'y a plus de partis politiques forts au Togo capables d'emballer la foule comme tel. Non, donnez-moi un aujourd'hui. Moi, je ne suis pas dans le milieu politique. Donnez-moi un. Mais vous êtes journaliste, je sais que vous suivez toutes les actualités. Tous les partis politiques, toutes les chapelles réfléchissent. Comment s'en sortir? Même si les gens font semblant, je sais que dans tous les officines des partis politiques, les gens réfléchissent à ça. Mais comment faire? C'est le courage qui manque. C'est ça. Il faut avoir du courage pour affronter certaines choses. C'est pas parce qu'on a connu un échec qu'on peut rester là-bas et dire non, c'est fini. Non. Avez-vous pris des contacts avec d'autres leaders en ce sens? Je voudrais pas donner des noms ici, mais il y a des discussions qui se font déjà. Oui, des discussions dans les coulisses qui se font pour réfléchir à tout ce qui va se passer à partir de 2022. Sinon... Avec autre résultat que ce qu'on a l'habitude de connaître? Avec un autre résultat, ne nous trompons pas. Les mêmes causes produisent toujours les mêmes effets. J'ai dit tout à l'heure que la politique spectacle, en insultant, en criant, en disant ceci des autres, n'a pas donné des résultats escomptés. Maintenant, trouvons une autre porte d'espérance et d'espoir pour ce peuple togolais. Si nous voulons vraiment, que ce pays aille de l'avant, réfléchissons autrement. Celui qui va garder le fauteuil, on le trouvera. On le trouvera. Il n'est pas dit que c'est toujours un président de parti politique. Vous vous souvenez que le Parti socialiste a présenté une candidate à un moment donné qui n'est pas le premier responsable du parti. Aujourd'hui, quand vous prenez la droite en France, Valérie Pécresse et Éric Ciotti, qui sont les deux candidats, qui vont peut-être un d'entre eux, Pécresse n'a jamais été président du parti. C'est Christian Jacob. Mais pourtant, on est en train de choisir quelqu'un qui puisse rassembler. Oui, mais ça tient compte aussi de l'histoire de nos formations politiques qui sont créées par un individu. C'est nous qui faisons l'histoire de nos formations politiques. C'est nous tous. L'histoire se crée par les hommes qui cherchent à les créer. Sinon, il n'y a pas d'histoire. Il n'y a pas d'histoire qui n'a pas été créée, qui n'a pas été faite par des hommes. Maintenant, si la conférence nationale, c'est parce qu'il y a eu des hommes à un moment donné qui ont dit non, voilà ce que nous voulons faire. Et ça fait partie de notre histoire aujourd'hui. Même s'il y a eu des erreurs, ça fait partie de notre histoire. Donc nous aussi aujourd'hui, à notre tour, de nous dire qu'est-ce que nous pouvons faire pour que nous puissions aller de l'avant. Voilà la réalité de la question qui se pose pour l'opposition togolaise. Vous voyez, le parti, la majorité est là, est tranquille, même si cette majorité sait que dans l'état actuel de la situation, d'abord de sécurité et de situation sociale, on a besoin de tout le monde, mais on nous attend. Un parti politique doit avoir le courage de dire le programme qu'on nous propose,
Moi, si nous venons au pouvoir, voilà pour améliorer. Ça n'a jamais été le cas. On n'a jamais vu des partis Ah, politiques faire des propositions concrètes non, de les plans de partis, développement. ouais, les partis ont des programmes, mais c'est pourquoi je parle de politique spectacle. Nous avons cru que le fait de faire du one-man show, le fait de faire des exhibitions, le fait de faire dans les rues de bruit peut amener à faire certaines choses. Mais cette politique spectacle a atteint sa limite aujourd'hui, et que si nous ne faisons pas attention, comme le dirait un des journalistes, ce sera le déclin des partis de l'opposition. Nous ne le souhaitons pas. Et je le dis, connaître le déclin des partis de l'opposition n'est pas une bonne chose, même pour la démocratie. Il faut avoir une opposition forte, une opposition solide, capable de proposer, de faire des contre-propositions, de proposer par rapport à ce qui est déjà fait par la majorité, pour dire si on faisait ceci, ce serait mieux. Et c'est ce que nous pouvons faire. Et là, on peut comparer, mais si c'est la politique spectacle, nous resterons là-bas. Et donc, à quand le rendez-vous de cette concertation, n'est-ce pas, de cette prise de conscience de la réalité, puisque vous dites que chacun y réfléchit. Chacun y réfléchit. Et avant de venir ici, même, j'ai quitté un ami qui doit être en train de discuter avec un autre ami actuellement. De la chose politique. De la chose politique, de comment nous devons nous retrouver. Nous ne commençons pas à réfléchir à la... Depuis, au lendemain de l'élection présidentielle, si vous vous souvenez très bien, beaucoup n'ont pas cru qu'il y aurait des partis courageux qui allaient dire certaines choses concernant l'élection. Il y a eu des gens qui ont eu le courage de dire non. Aujourd'hui, allons plutôt de l'avant pour faire certaines choses. Donc les discussions se font, ça va s'élargir petit à petit. Et viendront ceux qui veulent venir. On ne va forcer personne. Si les partis 2, 3, 4, 5 se disent bon, nous sommes prêts à changer de cap pour que nous puissions penser à ce pays à travers des programmes concrets et que ça se lance dans le pays, je suis sûr et certain que le peuple togolais va y adhérer. Actuellement, c'est les élections régionales qui sont en préparation, n'est-ce pas? Bien sûr, pour la CPP, il faut d'abord qu'on termine la feuille de route et qu'on fasse d'autres formations et nous préparer pour les élections régionales. De toute façon... Vous serez partie prenante? Bien sûr. Ah, bien sûr. Si nous n'avons pas été partie prenante aux dernières élections, nous ne serons pas invités à la concertation entre acteurs politiques. C'est parce que donc même vous y si... avez pris part, ah oui, nous avons pris part de bout en bout à la concertation. Donc c'est parce que nous avons participé à ces élections. Un parti politique qui ne participe pas à des élections pour se juger n'a pas besoin de vivre. Il ne s'agit pas de prendre un communiqué. Non, il s'agit de se mesurer pour voir. Nous avons compris que nous devons changer un peu de langage, de message envers le peuple. Et c'est ce que nous sommes en train de faire maintenant. Ok. Rencontre échange, nous parlons de la vie politique de chez nous au Togo. Le président Adrien Béleki Akuité est mon invité. Il est à la tête de la convergence patriotique panafricaine et c'est avec lui que nous faisons le tour d'horizon des questions d'actualité portant justement sur ce sujet. Alors, dans tous les cas, le constat est là, toutes les formations politiques sont en veilleuse, ou bien leurs activités sont en veilleuse, justement à cause des mesures de lutte contre la Covid-19. Mais ça restreint aussi la liberté publique. Alors que faites-vous, n'est-ce pas, pour débloquer, parce que cette situation, vous étiez à la concertation des acteurs politiques, est-ce que le problème est soulevé? Parce qu'en réalité, on ne peut pas, n'est-ce pas, vivre comme ça sans activité politique, n'est-ce pas? Bien sûr, ça, et je le partage entièrement avec vous, mais soyons aussi réalistes et pragmatiques. Vous avez vu qu'il y a un autre variant qui est sorti qu'on appelle Omicron. Oui, depuis la semaine dernière. Et que beaucoup de pays commencent par fermer les frontières, tout ça là. Disons-nous la vérité, la pandémie existe.
La pandémie existe. Et on en profite pour restreindre les libertés publiques. Je ne crois pas qu'on en profite pour restreindre les libertés politiques, les libertés publiques. Si vous vous souvenez très bien, lors de notre concertation avec la majorité et le gouvernement, nous avons décidé qu'il ne faut pas restreindre les libertés publiques. J'ai suivi hier le comité de gestion qui dit que, bon, les cas commencent pas à devenir moindres. Et ce que je voudrais dire, c'est que le professeur Iou Ateba avait dit dans l'une de ses adresses que cette pandémie qui nous a surpris fait dépenser 3 millions par jour. Oui, 3 millions de francs par jour pour ceux qui sont hospitalisés. Le budget du Togo, avec les efforts qui se font, c'est vrai, mais l'argent peut servir à autre chose si nous-mêmes nous respectons la mesure barrière. Je suis dans l'erreur. J'ai été une fois, lorsque les mesures ont commencé, j'ai été une fois en famille et j'ai constaté, on avait eu une réunion de famille et j'ai constaté que personne ne portait le masque. Moi, je me suis levé et je suis parti. Je suis pas. Si eux, ils sont immunisés, peut-être que moi, je ne suis pas immunisé. Donc, je suis parti. Donc, je pense qu'il faut respecter la mesure barrière. Aujourd'hui, on a 9 cas, 8 cas, 4 cas. On a plus de 200 cas, 300 cas par semaine. Et je pense sincèrement que si le variant Omicron qui est arrivé ne nous a pas surpris, on pouvait laisser certaines choses se faire. Maintenant, la bataille, c'est qu'à partir de 2022, il faut qu'on fasse tout pour qu'on laisse les gens faire les activités sur le terrain. Sinon, on ira... Les activités politiques. Les activités politiques. Mais au-delà des activités politiques, certaines activités, parce qu'on ne peut pas être dans un pays où on continue à être restreint dans des petits coins. Ça donne aussi des frustrations. Bien sûr que la pandémie est là. Il ne faut pas que les gens profitent de la pandémie. Mais je suis sûr que c'était qu'à partir de 2022, si nous tous nous respectons les mesures barrières, nous respectons les consignes données, je suis sûr que les choses vont commencer. Parce que nous ne pourrons pas faire de la campagne sans être sur le terrain. Sans être sur le terrain. Donc, de toute façon, ça viendra. Mais ne nous donnons pas nous-mêmes les moyens de nous fermer en faisant croire qu'il n'y a pas de pandémie, comme on l'a fait croire dans ce pays où, non, il n'y a pas de pandémie, il n'y a pas de ceci. Il y a, le gouvernement veut de l'argent. Bien sûr, si le gouvernement veut de l'argent pour nous soigner, c'est une bonne chose. Mais c'est à nous de nous comporter comme des hommes responsables pour éviter que ces maladies, les contaminations se multiplient. Vous parlez de 2022 comme le début peut-être d'une nouvelle ère de vie politique dans le paysage Non, ce n'est pas d'une nouvelle ère, parce que de toute façon, les élections régionales auront lieu en 2022. Si tout va bien. Si tout va bien, on ne peut pas faire des élections sans faire de campagne, sans parler aux gens. Donc, si nous nous comportons très bien et qu'à ce moment, on constate que la pandémie a atteint un niveau très bas, les contaminations ont atteint un niveau très bas, rien n'obligerait encore le gouvernement à restreindre. On verra en ce moment. De 2022, nous irons à 2025. Non, 2023 d'abord pour les élections législatives. Législatives, oui. Oui, pour les élections législatives, la CVP se prépare. Est-ce que c'est sur votre agenda? Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Nous préparons pour les élections régionales. Et aux dernières réunions, nous avons eu le bureau à dire aux fédérations que nous n'avons que 10 fédérations. Nous allons tout faire pour en faire d'autres, puisqu'il y a déjà des points focaux que nous avons mis en place pour les transformer en fédérations. Mais nous n'allons pas nous éparpiller sur l'étendue du territoire. En tenant compte de notre capacité, nous devons choisir les coins, les lieux où nous savons qu'en présentant des ressources humaines, des gens qui ont certaines capacités, nous pouvons avoir gain de cause. Il ne servira à rien de dire qu'Adrien Belleke à côté, même si je suis dans l'Hérault, je vais représenter en Hérault, sachant très bien que je n'ai pas eu popularité en Hérault. Pourquoi est-ce que j'irai le faire? C'est ça. Pourquoi est-ce que j'irai le faire? L'implantation du parti... Pour le plaisir de le faire, non. Donc l'implantation du parti sur le territoire national se pose toujours pour vous? Non, ça ne se pose pas. Et nous voulons faire la politique de nos moyens. Nous n'allons pas nous éparpiller. Puisque vous savez, aujourd'hui, nous ne sommes pas bien assis dans l'outil.
Mais nous avons des gens, des anciens qui nous invitent déjà. Mais en analysant un peu la situation, c'est le bon moment de le faire. Bien nous donner un peu le temps. Puisqu'il ne s'agit pas qu'au moment des élections, on présente des gens, tout en sachant très bien que ça ne donnera aucun résultat. Moi, j'aurais préféré peut-être appuyer un camarade d'un autre parti si nous sommes dans une bonne alliance, de l'appuyer, qui me laisse aussi un coin qui va m'appuyer là-bas. Et on fait une stratégie de gagner certains points. C'est ça la politique. D'où la nécessité des coalitions, des alliances qui doivent être... Oui, des alliances, il le faut. Oui. Des alliances, il le faut, parce qu'à voir l'état de santé des partis politiques aujourd'hui, je parie que je ne suis pas sûr qu'on irait à des élections. Je peux me tromper. On irait à des élections, des partis seuls, à rang dispersé. On peut l'avoir. Parce qu'il y a des partis qui ne chercheraient pas à faire des coalitions avec des autres. Mais si 3, 4, 5 partis se retrouvent pour créer cette dynamique, je pense qu'on aura gain de cause. C'est ça. Ce qu'on vous reproche aussi, c'est toujours d'attendre les périodes électorales pour vous faire connaître, vous faire entendre sur le terrain. Je suis chez vous actuellement, je suis en train de parler. Tout le Togo me suit au nom du parti, la CPP. Et je vous ai dit tout à l'heure que nous avons été dans certaines préfectures sur le terrain. Nous n'avons pas fait de boucan, mais je sais que beaucoup le savent. Nous irons à partir de janvier, nous allons laisser le temps aux fêtes de fin d'année, et nous irons à partir de janvier dans d'autres localités pour nous implanter davantage. Puisque à au dernier Conseil national, il y a des gens qui ont invité d'autres personnes, d'autres amis qui nous écoutent. Moi, je me souviens que quelqu'un m'a appelé de Bamono pour me dire, mais on a suivi votre interview, est-ce qu'on peut se voir? J'ai dit, oui, on peut se voir, on s'est vu. Il dit, laissez-nous le temps, nous allons chercher des gens pour créer une dynamique. Donc, le travail se fait sans tambour battant, c'est tout. Ouais. Merci pour ces éclairages, merci pour ces précisions. Monsieur Adrien, écoutez, cette émission tire à sa fin. Et quel message? Comment voyez-vous laver notre pays, le Togo, dans un court long terme? Inquiétude ou espoir ou crainte? Je ne crois pas que l'avenir du Togo soit sombre, non, pas du tout. Tout dépend de nous, les acteurs, et de la population elle-même. La majorité le sait qu'on ne peut pas parler de crainte pour l'avenir de ce pays. Ce serait échouer. La majorité sait qu'il faut toujours parler de l'espoir. L'opposition aussi sait qu'on ne peut pas parler de crainte. La seule crainte que nous pouvons avoir, c'est le problème d'insécurité à nos frontières. Ça, nous devons tous nous embarquer. Ça frappe à nos portes. Oui. Ce que nous avons appris il y a 2 jours au Bénin, oui. Ce qui se passe encore au Burkina, à nos frontières, nous devons tous nous y embarquer. Mais au-delà de ça, je ne crois pas que on ne veut pas vivre d'espoir, mais on doit vivre avec espérance pour un avenir radieux. Donc, je ne suis pas sûr qu'après la CNAP, reconnaissons-le, ce n'est pas la rue qui a demandé cette concertation. C'est la majorité qui, à un moment donné, s'est dit, il est temps pour qu'on discute. Et nous a invités à discuter avec des critères clairs. Et ça a été franc, sincère? Ça a été franc. Moi, c'est la première fois que j'ai participé à des discussions politiques. J'en avais eu. Le système, oui. J'en avais eu dans les années 90, 91, 92, 93, au moment de la grève générale illimitée. J'en avais eu. Parce que je militais déjà dans un parti. Mais depuis ce temps, j'étais plus dans le monde syndical. Mais la dernière rencontre que nous avons eue, de janvier à juillet, j'ai été surpris. D'abord de l'ambiance, du respect réciproque dans la salle. Des fois, des discussions rouleuses, mais avec beaucoup de courtoisie et du respect envers l'autre. À la fin, moi, j'ai posé la question au nom du parti, pourquoi les autres concertations ont échoué? Et point d'interrogation, c'est un appel que je lançais aussi bien au pouvoir qu'à l'opposition. Pourquoi les autres concertations ont échoué? N'ont pas donné des résultats escomptés pour le vivre ensemble dans notre pays. Il y en avait eu plus de 1031 déjà. Oui.
Pourquoi alors, si l'atmosphère, l'ambiance est toujours ainsi? Donc je me suis posé cette question et je l'ai posée publiquement. C'est ça qui vous donne l'espoir que... Je l'ai posée publiquement. Et un acteur m'a dit, la situation n'est pas la même. Ce n'est pas avec des pesanteurs, des marteaux au-dessus de la tête, des couteaux sur la gorge qu'on est venu à cette rencontre-là. On est venu par la volonté de tout le monde. Nous voulons que le Togo avance. Faisons tout pour faire avancer le Togo. Bon, il y aura des difficultés de temps en temps, mais comme je le dis quand j'étais syndicaliste, lorsque vous arrivez à un accord, ne croyez pas que l'employeur va l'exécuter immédiatement. Parce qu'il a aussi d'autres choses à faire. C'est à nous de faire le suivi et de talonner celui qui doit exécuter l'accord pour que ça soit un pas. Pour ceux qui n'étaient pas sûrs, pour les convaincre que demain, si on nous appelle encore, soyons tous autour de la table pour discuter et trouver des solutions idoines et consensuelles pour une, je dirais, une idée partagée du développement de notre pays. Voilà un peu ce que je voudrais dire. C'est ça. Donc il y a espoir. Voilà. Justement, c'est sur notre espoir que se referme cette émission. Merci à vous, monsieur. Merci à vous aussi. Oui, c'est notre pays. On doit vivre d'espoir et d'espérance, comme vous l'avez dit. Mesdames et messieurs, c'est la fin de ce numéro de rencontre et échange portant sur la vie politique de notre pays. Adrien Beriki Akwete, président de la CPP, était mon invité. Je vous retrouve la semaine prochaine pour d'autres réflexions. Pendant ce temps, portez-vous bien et prenez soin de vous. Merci, monsieur.